Bonjour à toutes et tous. Bonjour. 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 Merci Bonjour. beaucoup. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes très nombreux ce matin avec nous pour ce webinaire organisé en partenariat avec la DGCF et la Caisse nationale d'allocation familiale. Un plaisir de vous retrouver. Juste avant de commencer, quelques règles, vous le savez. N'hésitez pas à garder votre écran allumé. En revanche, plutôt le micro éteint au moment où les intervenants présentent. Vous avez plusieurs possibilités pour réagir, participer, poser des questions. Vous avez le chat et vous avez aussi le bouton de la main levée qui vous permettra aux différents temps d'échange, voilà, de prendre la parole, de poser directement votre question. On a pensé ce webinaire en deux temps. Un premier temps de présentation par la CNAF des opportunités de financement et d'accompagnement par les CAF sur les prochaines années 2023-2027, un temps qui sera décomposé en trois séquences. Et puis ensuite, une seconde partie avec le témoignage de deux partenariats entre une intercommunalité et une CAF. On ira dans la Drôme et dans l'Isère. On voulait, avant de commencer, vous dire juste quelques mots d'actualité. Alors, je commence pour Intercommunauté de France. Vous le savez peut-être, on s'est engagé sur le sujet de la petite enfance et notamment dans le cadre de la loi pour le plein emploi depuis le début, depuis l'année dernière. Et il y a quelques semaines, nous avons organisé une conférence de presse, voilà, pour rendre encore plus public nos engagements, mais aussi nos préoccupations, des préoccupations surtout de l'ordre de la gouvernance et de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, un sujet qui reste d'actualité et nous restons en contact avec le ministère et les directions d'administration centrale pour travailler, pour trouver une solution, vous le savez, pour toutes les intercommunalités qui sont d'ores et déjà compétentes. À ce sujet, d'ailleurs, toujours pour illustrer ce que vous faites toutes et tous, on a publié avec la DGCF les résultats d'une enquête menée auprès d'un panel de 40 intercommunalités sur ce qu'elles font d'ores et déjà et ce qu'elles pourraient faire à l'avenir en tant qu'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Un document qui est paru la semaine dernière et qu'on vous mettra dans le chat. Et puis, on se mobilise aussi par ailleurs, Marie, dans d'autres instances. Je te laisse nous dire l'actualité. Oui, en effet, dans le cadre du groupe de travail national, donc les administrations centrales et les associations d'élus, une FAQ a été proposée par la DGCL et qui reprend un certain nombre de questions des différentes associations d'élus, dont l'Intercommunalité de France, notamment sur la nécessité ou pas de délibérer à nouveau pour les intercommunalités déjà compétentes. Cette FAQ, elle doit normalement être finalisée assez rapidement. Et toujours dans le cadre de ce groupe de travail, nous ont été présentés vendredi dernier les premiers résultats de la mission menée par le cabinet ASDO pour évaluer les charges supplémentaires induites par l'exercice des 4 nouvelles compétences d'autorité organisatrice. Donc pour rappel, c'était donc 2 parties. Cette mission, une partie via un questionnaire relayé par les associations d'élus et la DGCF, et une deuxième partie de journée sur site auprès de 13 collectivités, euh, dont la communauté de communes Cœur de Chartreuse d'ailleurs. Donc ça, ces résultats, on espère pouvoir vous les partager, enfin, du moins vous transmettre le PowerPoint de présentation de vendredi dernier d'ici à la fin de cette semaine. Merci Marie. Emmanuel, Arnaud, est-ce que pour la DGCF, vous voulez dire quelques mots d'introduction? Oui, bonjour. Emmanuel. Donc, Emmanuelle Chambard, je suis vice-présidente à la DGCF. En tous les cas, et je parle au nom parce que nous sommes trois à travailler sur ce dossier, hein. Donc, Arnaud Latour, qui est également au Grand Angoulême, et puis Dominique Chenot, qui est sur le Grand Charolais.
et moi-même sur Valence Romand Agglo. Donc, on travaille sur ce dossier depuis, ensemble, d'ailleurs, avec l'Intercommunauté de France depuis des semaines, des mois maintenant. Et ce matin, quand je vois le nombre de présents que vous êtes à cette visio, cela témoigne vraiment de notre interrogation par rapport à cette loi de décembre qui vient, qui a comme objectif de vouloir développer la petite enfance, mais pour autant qui nous interpelle sur les modalités qui sont envisagées et la concertation qui s'est faite là sur ces mois après la loi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a une mobilisation d'un certain nombre d'élus des intercommunalités, parce qu'on a vraiment des questionnements. Mais je pense qu'on doit trouver des solutions tous ensemble pour arriver à poursuivre la politique petite enfance que les uns et les autres on développe de façon très variable, hein, puisqu'on se rend compte que c'est assez diversifié. Mais pour autant, c'est un vrai enjeu de société d'accompagner les familles, les femmes et les enfants dans leur développement et dans leur possibilité d'action. Voilà, donc c'est un travail important, c'est une étape. On a hésité longtemps parce qu'effectivement, ce n'est pas encore stabilisé, on a beaucoup de questionnements, mais on a pensé ensemble que c'était important qu'aujourd'hui, on fasse un point d'étape. Vous n'aurez sûrement pas toutes les réponses à toutes vos questions, parce que nous-mêmes, nous ne les avons pas ni au niveau des élus, mais c'est important d'échanger et d'appréhender un peu l'évolution, sachant même que on a un certain nombre d'élections qui arrivent là dans les jours qui arrivent, qui pourront peut-être rebattre les cartes. Mais en tous les cas, c'est important qu'on se mobilise et qu'on maintienne ces réflexions et ces échanges. Donc voilà, donc j'espère que ce matin, ça va vous apporter toutes les réponses, ça vous en apportera un certain nombre. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Et enfin, un grand merci à Gaël Choquet-Marchand et Guillaume Roussier de la Caisse nationale d'allocation familiale. Un grand merci de co-organiser ce webinaire avec nous. On est ravis de travailler ensemble parce que de toute façon, au niveau local, entre les CAF et les intercos, le travail est évident. Gaël, Guillaume, je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation, hein. Vous le rappeliez, Romain, effectivement, hein, les partenariats entre les intercommunalités et les CAF sont très denses. Et donc, on est ravis de pouvoir évoquer avec vous un sujet qui nous tient vraiment à cœur, à savoir le service public de la petite enfance, dans la continuité de ce que les CAF portent avec les collectivités territoriales dans leur ensemble depuis de nombreuses années. Merci également aux collègues des CAF qui, avec les deux intercos que vous allez présenter tout à l'heure, vont accepter de nous partager leur expérience de terrain et d'illustrer finalement le propos plus institutionnel que Guillaume Roussier, en charge du pôle petite enfance, et moi-même allons avoir. Alors, on va vous infliger un premier temps de partage d'informations. Je laisse Guillaume lancer le diaporama, puisqu'on va essayer de vous rebalayer de manière synthétique l'ensemble des travaux sur lesquels, côté branche famille, nous avons avancé depuis l'été dernier. Effectivement, notre COG, elle a été signée au mois de juillet 2023. On peut peut-être passer à la diapo suivante, merci. Donc, depuis, côté branche famille, on travaille sur la déclinaison de toutes ces orientations en dispositifs opérationnels qui, pour certains, ont pris effet dès 2023, pour d'autres cette année, pour les derniers en 2025, et qu'on a essayé de produire de manière à la fois rapide, pour vous donner de la lisibilité, ainsi qu'à tous les gestionnaires petite enfance, mais également avec le souci qu'il soit le plus facile aussi à mobiliser en fonction de votre contexte territorial. La loi plein emploi, elle, est intervenue à la fin de l'année dernière, et c'est vrai qu'on a bien conscience du contraste qu'il peut y avoir entre les questions que vous vous posez autour de cette dimension d'autorité organisatrice, les questions que ça pose sur les équilibres entre les différentes collectivités territoriales, et à l'inverse, finalement, cette grande lisibilité désormais côté CAF sur les soutiens dont vous allez pouvoir disposer et sur lesquels vous allez pouvoir compter. Derrière, je pense que ça traduit aussi le fait que, comme le rappelait Romain, entre les CAF et les collectivités territoriales, finalement, quelle que soit l'organisation des compétences qui ont été choisies au plan local par les élus, on a un partenariat qui est robuste, qui a su s'adapter à ces différentes configurations, qui est en phase avec les réalités de vos territoires, qui sont très différentes
d'un bout à l'autre de la France. Et si les enjeux autour du secteur du domaine de la petite enfance sont communs et sont rencontrés partout, on voit que voilà, on est en situation là, je pense, de pouvoir continuer à agir de concert. Alors bien évidemment, tous les défis ne vont pas trouver forcément des réponses ou des solutions immédiates, ce serait trop simple. Néanmoins, on a quand même une capacité d'action, en tout cas on le souhaite côté branche famille, de telle manière que même si toutes les clarifications ne sont pas encore apportées, eh bien on fasse collectivement preuve de pragmatisme et qu'on essaye de continuer à faire avancer les choses. En tout cas, nous, on a des leviers financiers conséquents à vous proposer. On est en capacité d'avoir des engagements pluriannuels. Et donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que voilà, si on attend la clarification d'ensemble de toutes les questions qui se posent aujourd'hui, eh bien, on risque de passer un peu le coche, parce qu'on sait bien qu'avec les élections municipales de 2026, ensuite l'installation potentiellement des nouvelles équipes, eh bien voilà, plus on aura pu avancer dès 2024 sur un certain nombre de sujets, et plus cela pourra bénéficier aux habitants et aux populations. Et donc, sur toutes les dimensions du service public de la petite enfance, pour lesquelles la branche famille est compétente, on a effectivement identifié via notre convention d'objectifs et de gestion une batterie finalement de leviers, d'outils. Charge à vous ensuite, en fonction de la réalité de votre politique locale, eh bien, de voir quel est le levier qui est adapté à votre contexte, dans quel ordre vous les utilisez. En tout cas, dans le dialogue avec votre CAF, on est désormais prêts, nous, à pouvoir faire un diagnostic complet sur vos priorités et vous identifier les leviers qui vont pouvoir vous accompagner, y compris avec des éléments de chiffrage pour vous permettre d'identifier les moyens conséquents que j'évoquais tout à l'heure, adaptés à votre réalité territoriale. En tout cas, nous, voilà, côté branche famille, on est dans les starting blocks, et donc Guillaume va vous représenter un peu les différents aspects autour des 4 grands engagements que prennent les CAF autour du service public de la petite enfance. Merci Gaëlle. Je vais orienter mon propos en 3 temps, et nous avions convenu avec Romain de vous permettre de poser des questions et de réagir à 3 moments distincts de cette prise de parole, pour éviter aussi l'effet masse des informations que je suis susceptible de vous apporter. Je vais démarrer avec une série de mesures financières. Donc, Gaëlle Choquard-Marchand l'a rappelé, on a une coche qui est particulièrement dotée sur le plan financier. À horizon 2027, les CAF disposeront de 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an au service des modes d'accueil du jeune enfant et au service des services d'information en direction des familles sur les modes d'accueil. Donc, l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous saisir de l'ensemble des dispositifs financiers qui sont désormais déployés et dont vous pouvez vous saisir dans la mesure où la répartition de vos compétences en local vous le permette. Le premier champ que je vous présente là sont des mesures financières que je vais qualifier de paramétriques, qui sont des évolutions particulièrement de barème et qui visent à accompagner l'évolution des coûts de revient pour le fonctionnement des crèches, pour le fonctionnement des relais de petite enfance que vous avez à accompagner. Le premier engagement de la COJ, de la branche famille au titre de la COJ pour la période 23-27, c'est d'améliorer l'information des familles et de vous permettre, vous localement, d'accompagner au mieux les familles en recherche d'un mode d'accueil. Pour cela, les CAF s'attacheront à développer le nombre de relais petite enfance déployés sur les territoires. On en compte aujourd'hui 3200 sur la France entière, et nous portons l'objectif d'en développer, de financer 440 postes d'animateurs de relais petite enfance supplémentaires. Nous visons particulièrement les villes de plus de 10 000 habitants. Il y en a environ aujourd'hui 150 qui sont encore dépourvues de relais petite enfance. Et vous savez certainement qu'à l'aune de la loi pour le plein emploi, ces communes devront désormais disposer obligatoirement d'un relais petite enfance. Au service de cet objectif, nous revalorisons fortement la prestation de services en direction des relais petite enfance, donc la subvention de fonctionnement que les CAF versent aux gestionnaires. Elle est augmentée de 8,5% en 2024, et sur la totalité de la COJ, donc à horizon 2027, ce financement aura augmenté de plus de 20%. Par ailleurs, les aides à l'investissement, donc en faveur des nouveaux projets de relais de petite enfance, sont augmentées de 20% dès 2024 pour vous permettre d'investir dans des nouveaux équipements. À côté de cette évolution, disons, de financement en direction des relais de petite enfance,
Le site monenfant.fr va continuer de se développer. En 2024, ce site grand public à destination des parents en recherche d'un mode d'accueil vise l'exhaustivité, c'est-à-dire que en 2024, 100% des crèches et 100% des assistants maternels seront référencés sur le site avec une adresse qui les géolocalise pour les parents et avec une fiche descriptive de l'accueil rendu par le mode d'accueil. C'est un site qui connaît un succès croissant puisqu'il enregistre 30% de visites en plus en 2023 par rapport à 2022. Et donc, nous vous incitons fortement à vous appuyer sur ce site, à viser grand public, pour informer les familles sur vos territoires. Pour vous y aider par ailleurs, nous sommes en train d'étudier la conception d'une offre de service du site monenfant.fr directement au service des relais petite enfance, donc avec une entrée plus B2B et permettre à Mon Enfant de devenir un outil métier pour les animateurs de relais petite enfance. Accompagner les prix et les coûts de revient, c'est également le faire pour les crèches, notamment financées par la PSU. Donc, le début de la COG s'est caractérisé par des mesures de soutien assez forts en faveur des crèches. La PSU, le barème de la PSU a été augmenté de 6,71% en 2023, à nouveau 3,49% en 2024, après une revalorisation en 2022 qui s'était établie à 5%. Donc, on est sur des niveaux d'évolution qui sont systématiquement supérieurs à l'évolution des prix et des salaires, avec une vision forte qui est que les crèches et leurs cofinanceurs doivent faire face à une évolution des coûts qui sont y compris pour partie utiles. Et on parle là notamment des efforts de revalorisation des salaires dans le secteur. Parallèlement, les barèmes de financement à destination des nouvelles structures, donc en investissement, ont été réévalués pour tenir compte de l'évolution des prix de la construction. Parallèlement, je vais consacrer un développement à ce sujet. Les CAF mettent en œuvre le bonus dit attractivité dès 2024 pour permettre aux gestionnaires publics de structures PSU de percevoir un accompagnement financier pour revaloriser les personnels qui travaillent en crèche PSU, les personnels auprès d'enfants et en fonction de direction. Et puis, nous développons des offres, une dynamique financière en faveur du bonus dit territoire et du bonus trajectoire de développement, qui sont du coup une incitation financière particulièrement marquée en faveur des crèches qui font l'objet d'un cofinancement du bloc communal. Alors, le bonus territoire CTG, c'est l'enveloppe financière que les CAF dédient depuis l'extinction des contrats enfance-jeunesse au financement des structures qui font l'objet d'un cofinancement par le bloc communal. Le montant de ce bonus territoire, il est différencié en fonction des caractéristiques des territoires, évalué en fonction de l'intensité des besoins sociaux, qu'on mesure à travers la médiane de niveau de vie des habitants du territoire, et différencié en fonction de la richesse du territoire, c'est-à-dire la capacité de la collectivité à financer des services pour sa population. Ce que l'on constate, c'est qu'au sein de ces groupes de territoires, les niveaux de financement des CAF, par le biais de ce bonus territoire et anciennement de la prestation de services enfance-jeunesse, ces niveaux de financement sont encore hétérogènes. Et donc, notre effort constant depuis la COG 2018-2022 et encore plus marqué pour cette COG 2023-2027, c'est d'amplifier l'effort d'homogénéisation des niveaux de financement des CAF en faveur d'équipements qui sont positionnés sur des territoires qui ont des caractéristiques proches. C'est ce qui nous amène à revaloriser fortement les bonus territoires à partir de 2025. Donc, vous avez là sur la diapo les indices d'évolution des bonus territoires que perçoivent les structures que vous gérez ou que vous cofinancez, avec un niveau d'évolution qui s'établit, vous le voyez, à plus de 28% à horizon 2027. Cette dynamique, elle prend le relais de la PSU qui, vous le voyez, a été fortement revalorisée en début de COG, mais qui sera peu ou pas revalorisée à partir de 2025 pour que le bonus territoire en prenne le relais. La vision cible derrière cette évolution assez sensible de notre mix de financement, c'est que la part dite forfaitaire de financement dans les crèches a vocation à rééquilibrer, à prendre plus d'importance dans le mix de financement, notamment dans une logique de sécurisation des gestionnaires sur leurs recettes. Cette seule mesure de revalorisation du bonus territoire, et donc qui concentre une bonne partie des financements des CAF en faveur des structures financées par le bloc communal, l'enveloppe financière qui dédie les CAF s'établit à 233 millions d'euros sur les 1,5 milliard que j'évoquais tout à l'heure à horizon 2027.
Voilà un exemple qui vous montre ce que cette mesure paramétrique produit dans le modèle de financement d'une crèche située ici en quartier politique de la ville, dans une zone dite France Ruralité Revitalisation. Entre 2024 et 2027, le financement des CAF et des familles augmente de 17%, mais en leur sein, le bonus territoire, il augmente, lui, de 77%. Ce qui fait que la part du bonus, la part forfaitaire dans le financement des CAF, passe de 20 à 28% du financement total de la structure entre ces deux dates. Excuse-moi, je laisse Gaëlle tousser et je reviens vers vous. Dernier dispositif que je souhaite approfondir avec vous sur cette première séquence, c'est le bonus dit attractivité. Donc, pour rappel, on est dans un contexte de déficit d'attractivité de la filière à une échelle assez générale, même s'il y a des caractéristiques territoriales assez marquées. En tout cas, on évalue en 2022 que 10 000 professionnels en fonction de direction ou auprès d'enfants sont manquants pour faire fonctionner les structures déjà existantes à cette date. Et donc, il y a des risques à la fois de fermeture, de freiner le développement et puis de fragiliser la qualité des accueils qui sont rendus dans les structures. Le comité de filière petite enfance a été installé en novembre 2021 pour faire face à ces difficultés, les objectiver et proposer des réponses. L'une des réponses a notamment été un engagement des partenaires à mettre en place un socle social commun, et donc notamment un socle social commun entendu à travers la rémunération des professionnels en vue de faire converger les droits et les conditions de travail vers le haut. Les CAF dédient 238 millions d'euros à horizon 2027 à l'accompagnement financier des employeurs qui revalorisent leurs salaires dans le cadre de la mise en œuvre de ce socle social commun. Pour le secteur public local, ce dispositif, donc, qui démarre dès 2024, prend la forme d'un bonus et l'éligibilité des crèches à ce bonus sera déterminée grâce à une délibération de la collectivité employeur par laquelle celle-ci met en place la mesure de revalorisation qui doit être prioritairement adoptée par une mesure qui portera sur le régime indemnitaire et plus précisément sur l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise au sein du RIFSEP. Pour les agents qui n'y sont pas éligibles ou pour les collectivités qui ne l'auraient pas déployé, eh bien, les collectivités doivent prendre des mesures individuelles équivalentes. Ce bonus prendra effet tous les ans au 1er janvier et au 1er juillet en fonction des dates d'effet des délibérations, avec une dérogation pour 2024 pour vous inciter à rentrer dans le dispositif le plus tôt possible et donc une possibilité en 2024 de voir le bonus être versé dès la date d'effet de la délibération si celle-ci prend effet après le 1er juillet 2024. Le montant minimum de revalorisation par agent, pour un agent à temps plein, j'entends, qui est visé par cette mesure, c'est 100 € net mensuels minimum pour l'ensemble des professionnels, aussi bien titulaires que contractuels, en poste dès à présent ou recrutés à l'avenir et en fonction auprès d'enfants ou en fonction de direction. Le bonus par place dans le secteur public s'établit à 475 € par place et par an. Et ces modalités de versement sont, disons, relativement accompagnantes au regard de la réalité des coûts que les employeurs engagent, puisque la totalité des acomptes versés en année N s'établit à 70%, comme en fait pour la PSU, et le solde en N+1 de 30% après validation des données définitives par la CAF. Donc voilà, s'agissant du bonus territoire, du bonus attractivité, de la PSU et des prestations de services en faveur des relais petite enfance, une vision à peu près exhaustive des dispositifs financiers et des revalorisations de barème qui vous permettent aujourd'hui de faire face à l'évolution des prix de revient dans les structures, et y compris les évolutions de coûts de revient qui interviennent à la faveur de revalorisation salariale. Donc, je vous propose de faire un premier temps d'échange que sans doute le fil voilà, déjà d'alimenter. Peut-être je peux déjà me faire écho des questions qui sont intervenues sur le fil. Donc, d'abord sur le sujet des relais petite enfance, autour de finalement de la densité et le ratio entre un ETP pour un nombre d'assistants maternels. Est-ce que du côté de la branche famille, on envisage de descendre ce ratio au lieu des 70 actuels? Okay. Alors, merci pour cette question parce que c'est un ratio qui provoque à la fois beaucoup d'attentes et beaucoup de malentendus. La CNAF, en tout cas la branche famille de la sécurité sociale, n'est pas prescriptive.
sur le nombre d'ETP à dédier en fonction du nombre d'assistantes maternelles présentes sur le territoire. C'est particulièrement vrai pour les territoires qui ne sont pas dotés aujourd'hui de relais petite enfance. En fait, les communes que j'évoquais tout à l'heure sont pour beaucoup des communes au sein desquelles on n'a pas ou quasiment pas d'assistantes maternelles en activité. Les relais petite enfance ont un rôle de promotion du métier également, et donc c'est un outil qui doit faire partie de la solution pour faire redémarrer la filière là où elle s'est éteinte ou là où elle n'a jamais décollé. Ensuite, les missions des relais petite enfance sont appelées à évoluer, notamment à la faveur de la loi plein emploi qui prévoit qu'ils puissent accompagner la qualité, enfin soutenir la qualité des modes d'accueil. Et là, on parle de tous les modes d'accueil du territoire. Et vous avez certainement également entendu parler de la mission qu'ils sont susceptibles d'exercer demain à titre facultatif pour réaliser des démarches de déclaration socio-fiscale pour le compte de parents employeurs. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, le référentiel des missions va évoluer au cours de l'année 2024 pour une prise d'effet en 2025. Mais dès à présent, la prestation de services en faveur des relais petite enfance s'adapte à la taille de l'équipe du relais petite enfance qui résulte en fait du projet rédigé par son gestionnaire et qui dépend du diagnostic local et sur lequel la CAF n'est pas prescriptive quant au nombre de TP à mobiliser. Alors, il y a des questions sur le bonus attractivité, mais d'abord, encore une question sur les relais petite enfance. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, si jamais il y a un RPE au niveau de la communauté de communes, est-ce qu'on pense qu'ils vont pouvoir répondre à leurs obligations légales par ce biais-là? Alors, c'est l'un des éléments qui fait partie de la FAQ en cours de construction. Donc, je vais me garder de répondre parce que là, on est plutôt sur les attendus de la loi. Voilà. Mais c'est une question qui est bien identifiée. Je tiens à rassurer la personne qui l'a posée. Une participante indique que les bonus territoires, tu l'as rappelé, sont hérités du contrat enfant-jeunesse. Et donc, au titre de l'offre existante, tout le monde n'a pas le même montant. Et donc, pour ceux qui, historiquement, sont moins bien soutenus, est-ce que la revalorisation prévoit de prendre en compte cette réalité? Alors, c'est une question qui me permet de revenir sur la mesure que j'ai présentée tout à l'heure. Dans la mesure de revalorisation qui va accompagner les structures à partir de 2025 vise prioritairement justement les structures les moins bien financées. L'objectif est de faire converger l'ensemble des structures vers le haut et, in fine, vers les montants les plus élevés versés au titre du bonus territoire. Les structures, à contrario, les mieux financées et qui sont, y compris au regard du paysage national, sursolvabilisées, entre guillemets, c'est-à-dire qui perçoivent des montants supérieurs à ce que l'on verse aujourd'hui pour des places nouvelles, ne feront pas l'objet d'une revalorisation. Donc, les crèches prioritairement visées par cette mesure sont bien les structures qui sont aujourd'hui les moins bien financées et on vise une homogénéisation progressive sur des territoires aux caractéristiques proches. Concernant le bonus attractivité, il y a 3 questions. Donc, première question, si des augmentations de salaire sont intervenues antérieurement au 1er janvier 2024, la collectivité, le gestionnaire peut-il prétendre au bonus? Y a-t-il une obligation à effectuer des revalorisations? Et quelle est la pérennité du bonus attractivité? Alors, les mesures de revalorisation qui rendent l'employeur éligible au bonus attractivité sont les mesures de revalorisation qui interviennent à compter du 1er janvier 2024 et donc à l'exclusion des mesures de revalorisation qui sont susceptibles d'être intervenues avant cette date. En revanche, le bonus attractivité peut être versé à des structures et à des gestionnaires, à des employeurs qui procèdent à des revalorisations successives dont le total atteint 100 € minimum par agent. Mais la première de ces revalorisations doit intervenir à partir du 1er janvier 2024. Il n'est pas tenu compte des mesures de revalorisation antérieures. Il n'y a pas d'obligation à revaloriser son personnel. Le bonus est versé aux employeurs qui s'engagent dans cette démarche et cette démarche entend participer à la restauration de l'attractivité de la filière dans son ensemble. Donc, il y a un intérêt collectif à ce que chacun s'inscrive dans cette démarche, mais il n'y a pas d'obligation à agir, ni légale, ni du point de vue des CAF. Enfin, le bonus attractivité est versé sur une période qui correspond à la convention que signe le gestionnaire avec la CAF, le partenaire avec la CAF. Donc, la pérennité, elle est garantie sur la période de la convention.
Côté branche famille, on a coutume de dire qu'on est tenu par les échéances de notre COG, qui va jusqu'à 2027. Après, que ce soit en prestation de service ou en bonus, dans la période récente, on n'a pas vu une enveloppe au service des structures baisser, y compris d'une COG à l'autre. Ni historiquement. Ni historiquement, je ne m'avançais pas jusque-là. Qui suis plus ancienne, Voilà. je peux le confirmer. Donc, la question qui se pose, c'est plutôt quand tout le monde sera rentré dans le dispositif, est-ce que c'est toujours un bonus ou est-ce qu'on rentre dans le droit commun des bonus territoires ou de la prestation de service unique? Alors, il y a des questions autour de la qualité dans les RPE, mais peut-être tu interviendras tout à l'heure sur les dimensions de qualité. Je pense qu'on pourra le reprendre. Et peut-être il y a des souhaits d'intervention à l'oral. Il y avait une petite main tout à l'heure et qui s'est rebaissée. Le bonus attractivité est versé par place en 2024 et par ETP à compter de 2025 ? Alors, on a fait un choix fort et âprement discuté avec la tutelle de faire un bonus attractivité qui est versé par place sur la base d'une hypothèse conventionnelle qui est qu'on mobilise 3 ETP auprès d'enfants et de direction. Que pour un ETP mobilisé, on a 3 places autorisées. Donc, cette hypothèse, comme toute hypothèse conventionnelle, peut faire l'objet de constats assez différenciés sur les territoires. C'est une hypothèse qui est plutôt favorable, à vrai dire, aux gestionnaires. Et c'est sur la base de cette hypothèse qu'a été calculé le montant qui permet de compenser 66% du coût employeur de la revalorisation de 100 € net minimum par agent. Aujourd'hui, le bonus attractivité, il est conçu par place et il n'est pas prévu à court terme de modifier son mode de calcul. Si des places sont fermées pour travaux. Alors, ça dépend, je pense, de quel dispositif on parle. En tout cas, les CAF se basent sur, notamment pour le bonus attractivité, sur l'autorisation de fonctionnement telle que la PMI la délivre et qui, pour mémoire, à partir de 2025, sera délivrée pour le secteur privé comme pour le secteur public, puisque on ne sera plus sous le régime de l'avis, mais de l'autorisation à partir de 2025, y compris dans les crèches publiques. Et donc, le bonus attractivité est versé sur la base de cette autorisation de fonctionnement. C'est là aussi un dispositif assez favorable aux gestionnaires, puisque dans la période, on sait bien qu'au-delà des travaux que vous mentionnez, on a aussi des places qui sont malheureusement fermées, justement pour cause de pénurie de personnel. Si l'autorisation de fonctionnement n'est pas modifiée, il n'en est pas tenu compte et le bonus est intégralement versé. Il y a une question après sur le schéma, mais j'y répondrai en fin de présentation, donc je fais un peu de teasing. Je vous propose qu'on continue le déroulé, parce que le temps passe, donc au besoin, on fera Alors, je vais m'attacher désormais à vous présenter les dispositifs qui sont cette fois dédiés au développement des places. Tout ce que je viens de vous présenter concernait le soutien à l'évolution des prix de revient des places qui existent déjà. Notre vision, c'est que quand on parle il faut offrir plus de 35 000 places en 2027 à la population, eh bien, ça se rattache à 420 000 places aujourd'hui déjà existantes. Et donc, en fait, 97% des places proposées à la population demain sont celles qui existent déjà aujourd'hui. C'est pour ça que la majeure partie des fonds dans le cadre de la COG dédiée au secteur de la petite enfance sont fléchés vers les structures déjà existantes. Pour autant, la branche famille de la sécurité sociale s'engage en faveur d'un objectif de développement. Et donc, je vais vous présenter ici les dispositifs qui doivent vous permettre aussi de vous engager dans cette voie. Le premier dispositif, qui est une grande nouveauté de cette COG, c'est le bonus qu'on a appelé trajectoire de développement, qui sera versé à partir de 2025. L'idée est simple. En contrepartie d'une trajectoire de développement qu'on appelle une trajectoire nette de développement. C'est-à-dire que c'est bien le nombre total de places et non pas seulement le nombre de places nouvelles qui peuvent être compensées par des destructions de places par ailleurs, par exemple quand on déplace une crèche d'un point A à un point B. Donc quand on constate une évolution positive du nombre de places sur le territoire qui sont cofinancées par la collectivité, qui est elle-même signataire d'une CTG, et bien dans ce cas, toutes les places cofinancées par la collectivité font l'objet d'un refinancement par la CAF au titre de ce bonus trajectoire de développement. Donc, la vision qui sous-tend ce dispositif, c'est que pour qu'une collectivité s'engage en faveur d'un développement de places de crèche sur son territoire, qu'elle gère ou qu'elle cofinance,
l'ensemble des gestionnaires du territoire, y compris y compris les crèches que la collectivité ne gère pas mais qu'elle cofinance simplement, ont besoin d'être pleinement sécurisés à long terme sur leur fonctionnement. Donc, la trajectoire, en fonction du niveau de la trajectoire, le bonus est différencié. Donc, si on observe entre 2025 et 2023, ou 2026 et 2023, puis à nouveau 2027 et 2023, une augmentation positive de 4%, de 8% ou de 12% du nombre de places en crèche cofinancées par la collectivité, eh bien, toutes les places cofinancées par la collectivité, y compris existantes avant développement, perçoivent un bonus de 100, 200 ou 300 euros par place. 70 millions d'euros sont dédiés à ce dispositif à horizon 2027. Et pour analyser, on va dire, son déploiement ou ses possibilités de déploiement au sein de votre territoire, il faut considérer qu'au regard des niveaux de développement souhaités, c'est un dispositif qui va être particulièrement intéressant sur des territoires qui ont des capacités de financement pour du développement, mais qui ont des volumes et de places existantes qui leur permettent d'envisager des développements de l'ordre de 10% à horizon 2027. Je vous précise enfin que cette trajectoire, entre guillemets, elle est réévaluée chaque année. Et donc, s'il y a de la destruction de places entre 2025 et 2027, par exemple, eh bien, le bonus qui est versé en 2025 peut ne plus l'être en 2027. C'est une incitation forte à maintenir les efforts de développement sur la durée. Donc, je vous montre un exemple en situation réelle. Alors, je m'excuse, j'aurais dû refaire la slide avec une communauté de communes. Là, j'ai manqué de vigilance sur ce point, mais vous comprenez que le mécanisme est le même. En 2023, la collectivité signataire de la CTG gère 2 crèches PSU de 70 places au total et cofinance 2 crèches PSU à gestion associative qui totalisent 30 places. Donc, en gros, la commune en 2023 ou la communauté de communes cofinance 100 places de crèches en PSU. On a entre 2024 et 2027 des événements. En 2024, il y a une crèche qui ferme. En 2027, il y en a un autre qui rouvre. Au total, on a 115 places à la fin de la période sur ce même territoire cofinancé par la collectivité. Donc, plus 15% de places soutenues par la collectivité. C'est supérieur aux 12% que je viens de vous présenter dans le barème. Eh bien, lorsque la CAF finance 15% de places, lorsque la commune finance 15% de places en plus, le financement de la CAF total, lui, augmente de 35% grâce à l'ensemble des dispositifs combinés sur le bonus territoire et le bonus trajectoire de développement. Donc, c'est un exemple qui vient vous illustrer que lorsqu'il y a du développement, le financement total de la CAF sur l'ensemble du parc de places et pas seulement sur les places nouvelles est très largement sécurisé. J'en termine sur ce sujet du développement avec les aides à l'investissement, puisque, en tout cas, au démarrage du projet, ce sont évidemment des coûts assez importants à supporter pour les collectivités. Tout d'abord, je vous signale que les barèmes en faveur de la création de places en crèche ont été sécurisés. Les barèmes avaient été fortement majorés en 2021 et ils ont été maintenus à ces mêmes montants. Et donc, c'est jusqu'à 26 000 euros par place nouvelle qui sont mobilisables à ce titre et avec des majorations d'autant plus importantes que les projets font l'objet notamment d'opérations coûteuses de grosses œuvres et susceptibles de donner lieu à des labellisations au titre du développement durable. Ce qui fait l'objet d'une augmentation particulièrement sensible en 2024, c'est l'augmentation des financements pour la rénovation. Là aussi, toujours la préoccupation de vous soutenir pour maintenir les places existantes ouvertes. Et donc, les barèmes mobilisés pour vous soutenir dans les opérations de rénovation sont augmentés de 20%. Et là aussi, lorsque ces opérations permettent de déclencher des certificats ou des labels de nature développement durable, les aides sont majorées. Enfin, le conseil d'administration de la CNAF a validé de nouvelles modalités de soutien en faveur des maisons d'assistantes maternelles. Ces modalités de soutien étaient jusqu'à présent en investissement circonscrit à certains territoires. Désormais, l'ensemble des territoires sont éligibles avec une vision cible qui est que soutenir la profession d'assistante maternelle partout est désormais une impérieuse nécessité pour éviter un déclin de l'offre d'accueil total. Et les maisons d'assistantes maternelles constituent une modalité d'exercice du métier qui est susceptible d'encourager des professionnels de rester dans le métier ou d'y venir. Et donc, les CAF soutiennent jusqu'à 10 000 euros par place en maison d'assistante maternelle nouvellement créée, sous condition toutefois d'un avis favorable et du soutien du maire en 2024
ou de l'EPCI si le maire lui délègue cette compétence, et à compter de 2025, sous réserve de l'avis favorable de l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Aucune disposition légale ne contraint les CAF à recueillir cet avis. Il a semblé aux administrateurs que c'était un avis néanmoins tout à fait nécessaire dans le cadre de la bonne articulation des CAF avec les collectivités signataires des CTG. Donc voilà pour cette séquence dédiée aux capacités des CAF d'accompagnement du développement, cette fois, de places de crèche. Alors, sur le bonus trajectoire de développement, deux questions qui sont évoquées. Donc, le développement peut s'étaler sur plusieurs années. Est-ce que ce sera toujours 2023 le point de repère et c'est 1er janvier 2023 ou 31 décembre 2023? Alors, donc la circulaire qui décrit précisément qui décrit le fonctionnement du bonus trajectoire de développement, elle est en ligne sur caf.fr et vous pouvez les récupérer auprès de vos CAF. Les modalités précises de comptage des places dont on parle, en l'occurrence, vous avez mis le doigt sur un point qui fera l'objet de précision, va faire l'objet d'une instruction technique complémentaire. Le nombre de places dont on parle, c'est le nombre de places qui ont fait l'objet d'un cofinancement par la collectivité au titre de l'année 2023. Donc, si elle a été ouverte du 1er janvier au 31 mai, elle est comptée dans le cadre des places qui sont cofinancées par la collectivité. Donc, c'est cofinancé au titre de l'année 2023, puis cofinancé au titre de l'année 2025, 2026 et 2027. Au cours de la COG, l'année de référence sera toujours 2023. Là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une manière de sécuriser que le développement il est pérenne et qui ne fait pas l'objet de dynamique négative à moyen terme. Ce que deviendra ce bonus à compter de 2028 va dépendre des négociations de la COG pour la période suivante. Donc, c'est un élément qui n'est pas aujourd'hui précisé, mais même réponse que tout à l'heure, c'est un dispositif de financement de 70 millions à horizon 2027 et sur laquelle il n'y a pas de raison qu'il y ait des revoyures négatives, notamment pour ceux qui en ont eu le bénéfice. Et ensuite, sur le sujet des MAM, une question sur le soutien qui est apporté par la branche famille. Là, celui qu'on évoquait est bien au titre de l'investissement, puisque au titre du fonctionnement, c'est par le versement du complément de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant que la branche famille soutient. Et donc, il n'y a pas un double financement avec des financements d'action sociale. Par contre, qu'est-ce qu'on appelle le soutien de la collectivité? Qu'est-ce qu'attendent les CAF de la part des collectivités territoriales? Alors, le soutien de la collectivité fait partie des éléments d'analyse de la qualité et de la pérennité du projet. Donc, la circulaire est assez peu précise sur ce sujet pour laisser au dialogue entre les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant et au CAF la pleine mesure de leur pertinence locale. Ce qui doit être déterminant, c'est que le maire soit, d'une part, ou le président de l'EPCI, favorable à l'installation de la MAM sur son territoire. S'il n'y est pas favorable, il n'a pas aujourd'hui, en tout cas, les moyens réglementaires de l'empêcher, mais en tout cas, il peut signaler que ça ne fait pas partie de son plan, si vous voulez. Et par soutien, on entend toute modalité par laquelle le maire ou la collectivité, en tout cas, va permettre à la MAM de perdurer dans le temps et de réserver aux enfants et aux familles un accueil de qualité. Et donc, ça peut prendre la forme de dispositifs financiers, de loyers modérés, de mise à disposition de locaux ou des dispositions par lesquelles les relais petite enfance vont dédier à ce type d'accueil une offre de service particulière, par exemple. Et donc derrière, il y a une question sur le fait que ce n'est pas la communauté de communes qui gère la MAM, et donc qui perçoit l'aide, celui qui organise les travaux. Absolument. Donc ça peut être la collectivité, si c'est elle qui prend en charge les travaux et met à disposition le local. En fait, toutes les aides à l'investissement sont fléchées vers ce que l'on appelle le porteur de projet ou le promoteur. Donc c'est celui qui porte le projet d'investissement et qui en assume les dépenses effectives. Donc ça peut être effectivement la personne morale MAM, qui est une association composée par exemple des assistantes maternelles qui y travailleront. Mais on a aussi des collectivités territoriales qui elles-mêmes financent des travaux et qui perçoivent à ce titre les aides de la CAF et qui mettent ensuite à disposition ces locaux à titre gracieux ou moyennant un loyer modéré. Alors, une dernière question qui revient sur la première séquence par rapport au bonus attractivité. Donc, on évoque le fait que
c'est une augmentation moyenne de 100 € qui est attendue. Derrière la collectivité, est-ce qu'elle peut faire le choix de revaloriser plus certains professionnels que d'autres, voire même de ne pas en revaloriser certains, là en l'occurrence les équipes de direction? Alors, est-ce que la collectivité a la possibilité de procéder à des revalorisations supérieures à 100 €? Oui. Est-ce qu'elle peut moduler le niveau des revalorisations en fonction des métiers? Absolument. On est dans le cadre de la libre administration des collectivités et des choix employeurs. Est-ce qu'elle peut choisir de ne pas revaloriser du tout certaines des catégories qui sont expressément visées par la circulaire? Non. C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels doit percevoir au moins 100 € net minimum dès lors qu'ils sont en fonction de direction ou auprès d'enfants. Et une dernière question, le bonus territoire, est-ce que ça marche aussi quand une interco gère une crèche, par exemple, pour le compte d'un hôpital? Alors, ce qui détermine l'éligibilité au bonus territoire, c'est qu'une collectivité signataire de la CTG gère ou cofinance un établissement. Donc, dans l'exemple que vous citez, modulo toutes les subtilités locales qu'on ne connaît pas dans votre question, il n'y a pas d'obstacle à la perception du bonus territoire. Je te propose qu'on continue Ouais. pour la dernière séquence. Dernière séquence. Donc, une dernière séquence dédiée à la qualité d'accueil. Gaëlle Choquer-Marchand l'a évoqué tout à l'heure. Le déficit de qualité ou l'hétérogénéité de la qualité des modes d'accueil est l'un des défis de la période et qui a été éclairé de façon spectaculaire à la faveur d'un drame malheureusement en 2022 et puis qui a été largement documenté notamment par la mission IGAS en 2023. Ce que nous vous mettons sur cette slide, qui est assez importante à avoir à l'esprit, c'est tous les leviers sur lesquels les CAF vous accompagnent pour agir en faveur de la qualité d'accueil. Pour agir en faveur de la qualité d'accueil, il faut agir sur le lieu d'exercice de cet accueil, sur la qualité du bâti, des équipements. Il faut agir sur la qualité du projet social. Un projet très qualitatif, mais auquel aucun enfant n'accède, n'est pas un projet qualitatif. Il faut agir sur la qualification des professionnels, sur la qualité du projet éducatif et la capacité des professionnels à organiser la réflexivité sur leur pratique professionnelle. Et c'est également la capacité des structures, des équipes, des assistantes maternelles à innover. Et nous vous avons positionné à droite tout ce qui concourt à ces efforts de qualité sur l'ensemble de ces champs. C'est la qualité de la gouvernance en local, c'est le soutien notamment des CAF au diagnostic et à l'ingénierie des porteurs de projets, c'est évidemment le financement que je vais aborder là dans un second temps, et c'est les modalités de contrôle et la qualité de gestion et des emplois. Les CAF sont susceptibles, très concrètement, dès à présent et financièrement, de vous accompagner sur l'ensemble des dimensions qui figurent à gauche de cette diapo. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur son importance. D'abord, s'agissant de la qualité du lieu d'accueil et des conditions de travail, j'attire votre attention sur le fait que le fonds de modernisation des établissements, qui est le fonds que j'ai évoqué tout à l'heure, dont les barèmes ont été revalorisés et qui accompagne les partenaires qui procèdent à des rénovations, les motifs de mobilisation de ce fonds ont été élargis en 2024 pour englober le soutien aux travaux qui visent justement une amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des personnels. Donc l'acquisition de matériel ergonomique, la réinstallation d'une salle de pause, les travaux d'insonorisation ou qui visent à réduire la taille des groupes accueillis par exemple, sont des travaux qui sont désormais éligibles au fonds de modernisation des établissements, même si la structure n'est pas menacée de fermeture à court ou moyen terme. Donc nous vous incitons bien évidemment à vous saisir de cette possibilité dès à présent, puisque ça concourt fortement à l'attractivité de la filière dans son ensemble. La qualité, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi l'accessibilité et donc l'accès réel, la faculté d'accès réel de tous les enfants au mode d'accueil. Nous vous signalons sur ce plan que le label des crèches dites à vocation d'insertion professionnelle va faire l'objet d'une refonte en 2024 et d'un effort d'accélération de son déploiement. Et nous visons plus 1000 solutions d'accueil à vocation d'insertion professionnelle à horizon 2027, avec une logique qui sera de vous inciter à faire fonctionner ces accueils en réseau, là où aujourd'hui les structures qui sont labellisées à vide sont des structures isolées. Les CAF seront également fortement agissantes sur le plan de l'accessibilité financière par le biais de la réforme du complément mode de garde emploi direct, qui est donc la prestation que perçoivent les familles employeurs d'une assistante maternelle ou d'une garde d'enfants à domicile. Cette réforme prend corps en septembre 2025 et elle vise à rapprocher les restes à charge pour les familles entre crèches,
et assistantes maternelles. Et donc, c'est potentiellement une mesure financière susceptible de rendre l'accueil individuel accessible pour un beaucoup plus grand nombre de familles. Notez par ailleurs que cette prestation sera ouverte également aux parents isolés d'enfants âgés de 6 à 12 ans. Aujourd'hui, c'est une prestation qui est limitée jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et qu'enfin, les parents séparés qui organisent la résidence alternée de l'enfant seront chacun éligibles à cette prestation à partir de décembre 2025. Les établissements vont notamment, PSU, vont enfin connaître dès cette année des réformes visant à amplifier la valorisation des temps de présence hors enfant et des projets visant à renforcer l'animation de la qualité sur les territoires. Le Fonds public et territoire est une enveloppe qui vise à accompagner des projets sur mesure au plus près du besoin des publics et de la réalité des territoires. Pour sécuriser les projets et favoriser que leur amorçage devienne pérenne dans le temps, on encourage fortement les CAF à la pluriannualité de ces financements, et l'enveloppe dédiée à ce fonds sur le champ de la petite enfance est doublée entre 2022 et 2027. Je vous ai fait figurer à l'écran l'ensemble des thématiques qui sont aujourd'hui visées par ce fonds. Vous noterez que les projets visant à favoriser l'animation de la qualité et l'évaluation de la qualité sur les territoires sont désormais éligibles à ce fonds. Enfin, depuis 2024, vous noterez que les journées pédagogiques et donc les fermetures de structures à l'occasion de 3 journées pédagogiques par an font l'objet d'une compensation intégrale par le biais de la prestation de service unique. Et donc, nous vous encourageons à organiser 3 journées pédagogiques par an et par crèche au sein des établissements dont vous avez la gestion dès cette année, puisque les non-recettes qui pouvaient en découler jusqu'à présent sont désormais complètement, intégralement compensées. À compter de 2025, par ailleurs, l'enveloppe dite des heures de concertation jusqu'à présent fait l'objet d'une rénovation profonde et son montant sera désormais calculé et réévalué pour chacun des enfants individuellement accueillis au sein de la structure. Ce sont, vous le voyez, 20 millions d'euros qui sont dédiés au financement des journées pédagogiques en 2024 et à nouveau 20 millions d'euros qui sont dédiés au financement de ces heures de préparation à l'accueil de chaque enfant à compter de 2025. Notez que ces 2 dispositifs, donc dotés de plus de 40 millions d'euros au total, ne sont assortis d'aucune complexité de gestion particulière et les modules de déclaration ne sont pas exagérément complexifiés pour vous permettre de les percevoir. Voilà pour cette dernière séquence dédiée au financement de la qualité et à la valorisation des temps de travail hors présence des enfants. Et donc, je vous propose d'avoir un dernier temps d'échange sur cette séquence. Il y a déjà 2 questions sur la dimension de la qualité. Une première, c'est à propos des crèches familiales. Alors, je précise que tout ce que tu as présenté concerne aussi les crèches familiales, comme tous les équipements en PSU. Mais peut-on encourager des projets spécifiques y participer côté branche famille? Alors, je précise déjà que s'agissant du bonus attractivité particulièrement, pour des gestionnaires qui gèrent des crèches collectives et familiales, l'éligibilité de l'employeur est conditionnée au fait que les assistantes maternelles qui travaillent en crèche familiale sont bien visées par la mesure de revalorisation de 100 € net minimum par agent. Donc, elles sont pleinement intégrées dans ce dispositif et ça conditionne même le versement du bonus à l'ensemble des crèches gérées par le partenaire. Notez par ailleurs qu'au titre du Fonds public et territoire, effectivement, des démarches de soutien aux crèches familiales et notamment visant à renouveler le modèle des crèches familiales sont finançables et les CAF disposent d'une enveloppe dédiée de 11,7 millions d'euros à cette fin dès 2024. Concernant le fonds d'innovation petite enfance, qui a fait travailler tout le monde durement l'été dernier, est-ce qu'on sait côté branche, côté CNAF, s'il y aura une communication sur l'ensemble des projets retenus et financés dans ce cadre-là? Alors, je n'ai pas de réponse précise à cette question tout de suite. Il a été envisagé côté État une démarche d'animation des porteurs de projets et donc de valorisation de leur réussite. Il n'est pas certain aujourd'hui que ce projet prospère, mais voilà, je prends bien la question. Je ne pourrais pas vous apporter la réponse, mais en tout cas, ça me permet de revenir vers le ministère pour approfondir ce point.
Alors, ensuite, quelques questions un peu plus techniques. Comment vont être calculées les nouvelles heures de préparation à l'accueil de l'enfant? Et est-ce que ce sera intégré dans les modules de déclaration usuels de l'activité des structures? Très bien. Alors, donc, petite parenthèse technique. Aujourd'hui, les heures dites de concertation sont valorisées à hauteur de 6 heures par place autorisée et par an dans la structure, et il n'y a aucune déclaration ni aucun contrôle d'ailleurs réalisé sur ces heures. Donc rien à faire pour le gestionnaire, c'est calculé automatiquement. Demain, ces heures sont calculées par enfant différent accueilli dans la structure, donc ce sera plus 6 heures par place autorisée, mais 6 heures par enfant accueilli. Et donc vous comprenez que ça valorise particulièrement les structures qui font l'effort d'accueillir beaucoup d'enfants par place. Par exemple, les haltes garderies seront fortement bénéficiaires de cette mesure. Pour les gestionnaires, ça ne change rien aux modalités de déclaration qui sont existantes aujourd'hui, puisque vous déclarez déjà le nombre d'enfants différents accueillis au sein des structures. Donc, pas de nouveauté à votre niveau et pas de complexité particulière. Et deux autres questions, je me propose d'y répondre. À nouveau, une question sur la pérennité de ces financements. Vous connaissez les mécanismes de fonctionnement avec la branche famille. On a notre rythme des conventions d'objectifs et de gestion qui nous permet sur 5 années de vous donner de la lisibilité et de pouvoir, en fonction de vos projets, estimer les recettes sur lesquelles vous allez pouvoir compter du point de vue de la CAF. Après, il y a une nouvelle négociation à l'issue de chacune des coges. Mais bien évidemment, les éléments qui sont déjà mobilisés, et notamment au titre du fonctionnement, ont vocation à être pérennisés. Alors des fois, ce n'était pas forcément sous la même forme, et voilà, il y aura peut-être des évolutions techniques, mais je dirais que la crainte qu'il y ait un retrait massif des CAF, en tout cas, c'est une question qu'on peut se poser à chaque renouvellement de coge et qui, fort heureusement, ne s'est jamais produite. Donc, l'histoire me semble pouvoir vous permettre de faire confiance à la branche famille en termes de financement. Concernant les micro-crèches-pages, il y avait des questions posées sur le fil de discussion sur ce sujet. Donc là aussi, les familles sont soutenues par les CAF au travers du versement du complément de mode de garde lorsqu'elles sont amenées à utiliser ce mode d'accueil. Néanmoins, on a tous bien conscience que c'est un mode d'accueil qui n'est pas accessible à toutes les familles, et la réforme du CMG qu'évoquait Guillaume tout à l'heure ne concernera pas les familles qui fréquentent les micro-crèches-pages. Donc forcément, voilà, nous, on soutient et on promeut de préférence un modèle en prestation de service unique. Donc, à partir du moment où c'est financé par une prestation légale, le fonctionnement de ces structures ne fait pas l'objet d'accompagnement financier par l'action sociale de la CAF. Donc, les dispositifs qu'on vient d'évoquer ne s'appliquent pas. Sur la question des aides à l'investissement, le conseil d'administration de la CNAF se positionnera cet été. Pour le moment, on a suspendu les financements et on attend de voir quels seront les arbitrages qui seront pris par notre conseil. Donc, d'ici la rentrée, on sera en capacité d'apporter toutes les réponses. Je peux me permettre, Gaëlle, Bien sûr. J'ai pu, pendant que tu prenais la parole, consulter rapidement le fil de discussion. J'ai vu beaucoup de termes autour d'une revalorisation indiciaire des personnels, ce qui me laisse entendre que j'ai peut-être mal formulé les choses tout à l'heure. La revalorisation attendue en contrepartie du versement du bonus attractivité est une revalorisation du régime indemnitaire et non pas indiciaire. Voilà, je voulais juste apporter cette précision, parce qu'il me semblait qu'il y avait plusieurs ambiguïtés dans les questions soulevées. Et il y a des questions sur le bonus attractivité pour les gestionnaires associatifs, donc j'ai mis un petit élément dans la conversation. En fait, les accords d'entreprise, quel que soit le gestionnaire privé, ne rendent pas éligibles au bonus attractivité. Comme l'objectif, c'est de constituer une filière petite enfance et de structurer davantage les emplois et les parcours dans le secteur de la petite enfance, il faut bien que ce soit au niveau d'une convention collective qui sera examinée par un comité géré par l'État qui permettra d'identifier si cette convention collective est éligible ou pas. Et donc derrière, ça ne peut pas être un accord d'entreprise. Il faut que l'association fasse partie d'un réseau qui adhère à une convention collective réputée éligible et qui aura négocié en ce sens. Alors, peut-être rapidement, une dernière question. Écoutez, ça fera la transition avec... Alors, il y a une dernière question sur le bonus attractivité. Est-ce que ça peut être une prime spécifique différente du RIF7 ? Non, le bonus attractivité est versé en contrepartie d'une augmentation du régime indemnitaire des agents
par le biais du RIFSEP. Et lorsque la collectivité n'a pas déployé le RIFSEP ou lorsque des agents en son sein ne sont pas éligibles au RIFSEP, la collectivité doit prendre des mesures de revalorisation équivalentes par le biais de primes alternatives à l'IFSE. Concernant le bonus attractivité, est-ce que ça concerne aussi les animatrices de RPE? Alors, les relais petite enfance ne sont pas bénéficiaires du bonus attractivité et par conséquent, l'éligibilité du partenaire ne requiert pas qu'il prenne de mesures en direction des animateurs et animatrices de relais petite enfance. Par contre, pour vous permettre de le faire, on a revalorisé assez significativement le relais petite enfance. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on trouverait ça bien que vous le fassiez puisqu'on va vous donner plus d'argent pour ça. Donc, il y avait une question sur derrière la mise en place de toutes ces prestations, quel est le rôle de la CAF départementale ou est-ce que c'est des dispositifs qui s'appliquent nationalement? Et donc, ça me permet de faire une transition avec le dernier point que je voulais évoquer. Je n'ai pas répondu non plus. Ah, pardon. Ça t'embête si tu repasses derrière? Pardon, j'ai sauté une diapo. J'ai pas répondu tout à l'heure non plus sur le sujet du schéma. La loi plein emploi, elle va créer un nouveau cadre dont ni vous ni nous n'avons encore aujourd'hui tous les éléments de précision. À l'inverse, on a des partenariats au local via les CDSF, via nos CTG, qui font qu'on a des pratiques, on sait bosser ensemble. Et donc, dans ce cadre-là, clairement, l'appréciation qu'on en a côté branche famille, c'est de dire on va continuer à utiliser ces leviers-là. Et puis, au fur et à mesure où les éléments vont se clarifier sur les conséquences de la loi plein emploi, eh bien, on adaptera ces outils-là pour répondre aux nouvelles conditions exigées par la loi. Et donc, typiquement, aujourd'hui, on ne sait pas encore quel sera le détail attendu qui seront précisés par décret sur ce que doit être un schéma. Pour autant, nos CTG sont là et nos CTG nous permettent de vous financer. Et donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cet outil il est toujours opérant. On peut d'ores et déjà inscrire des projets. Et ensuite, en fonction du cadre juridique, on aura éventuellement des avenants, des adaptations qui interviendront, mais on ne va pas détricoter cet existant-là. Et donc, de ce fait-là, le dialogue que vous avez avec votre CAF, il vise à identifier quel est votre projet, quelles sont vos priorités. Et donc, Guillaume reprécisera un peu ce qui peut être envisagé là, à très court terme. Et derrière, tous ces leviers sont bien des leviers nationaux. Le seul qui fait l'objet d'une appréciation plus spécifique, c'est le Fonds public et territoire, puisque chaque projet étant différent, c'est bien le conseil d'administration de chacune des CAF qui va examiner vos propositions. Mais tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de votre CTG. Donc, n'hésitez pas à l'enrichir et à inscrire dès maintenant vos projets. De la même manière que dans les CDSF, il y a un enjeu à ce que tous les acteurs au territoire, tous les acteurs départementaux se coordonnent pour que vos projets puissent s'épanouir dans les meilleures conditions et dans le cadre aussi d'un dialogue qui va permettre que chaque département, via son CDSF, puisse alimenter aussi les éléments de politique nationale. Du côté des CAF, on va vous accompagner, bien évidemment, pour vous emparer de ces nouveaux dispositifs. Excusez-moi. Donc, avec un niveau de conseil et d'accompagnement qui va être fait par chacune des CAF. S'il y a des dossiers un peu plus complexes, un peu plus particuliers ou spécifiques, il y aura la possibilité, côté CAF, de solliciter désormais au niveau régional des experts qui viendront compléter les équipes de la CAF. Pardon. Je te laisse peut-être reprendre la diapo d'avant pour illustrer ce qui peut être fait. Alors, nous avons souhaité ici, et ce sera la dernière diapo avant que nous puissions laisser la parole à nos collègues en CAF et binôme interco. Désolé pour les bruits. Donc, nous avons essayé de rassembler quelques messages clés, c'est-à-dire sur quoi je peux agir concrètement en tant qu'interco, gestionnaire ou cofinanceur de modes d'accueil et de relais petite enfance dès à présent. Et encore une fois, l'ensemble des leviers financiers et conventionnels sont aujourd'hui déployés. Je peux cofinancer les nouvelles places d'accueil et obtenir en contrepartie des financements majorés sur l'ensemble du stock de places déjà existantes sur mon territoire. Je peux et je vais rénover les crèches de mon territoire pour améliorer à la fois la performance énergétique et les conditions de travail de mes personnels. Je vais investir dans un RPE, particulièrement s'il n'y en a pas encore, et je vais par ce biais faire connaître mon enfant.fr auprès des parents.
Je vais revaloriser le salaire des personnels en crèche auprès d'enfants et en fonction de direction et organiser sans attendre 3 journées pédagogiques par an et par crèche et faire connaître ce dispositif sur l'ensemble des crèches du territoire pour que même celles que je ne gère pas puissent organiser ces journées pédagogiques. Je vais activer le pôle ressources handicap auprès des modes d'accueil de la commune pour favoriser l'accessibilité, notamment des enfants en situation de handicap dans les modes d'accueil, et obtenir le label AVIP pour une première crèche ou pour de nouvelles crèches sur mon territoire. Je vais pouvoir accueillir, financer et accompagner la qualité d'une MAM sur le territoire, et je vais, avec la CAF, renouveler au sein de la CTG le schéma de maintien et de développement de l'offre d'accueil. L'ensemble des leviers financiers et conventionnels qui vous permettent d'agir sur l'ensemble de ces leviers sont aujourd'hui déployés et les CAF sont à vos côtés pour vous permettre de les activer. Et donc, on se proposait de laisser la parole aux collègues. Un grand merci, Gaël, Guillaume, pour ces éléments. Évidemment, on transmettra le support de présentation et le replay sera disponible sur nos sites respectifs. On voulait illustrer un peu le partenariat qui se joue au local entre intercommunalité et CAF avec deux témoignages, deux situations différentes. On peut peut-être commencer par la Drôme avec Valence Roman Agglo et la CAF de la Drôme. Emmanuel Chambard et Léonore Faure, je vous laisse la parole. On a un petit peu débordé là sur la première séquence. Il nous reste 20 minutes pour à la fois votre territoire et celui de la commune Cœur de Chartreuse et CAF de l'Isère. Emmanuel, je vous laisse la parole. Oui. Bon, en tous les cas, merci pour cette présentation. Je ne suis pas sûre que vous ayez... J'ai partagé mon écran. Je l'ai perdu, mon... Attendez. Flûte, j'ai perdu mon dossier. Oui, alors, excusez-moi, quand on a essayé, il était là. Oui, ça marchait tout à l'heure. Ouais, ça marchait tout à l'heure. Je suis désolée. Alors, peut-être faire démarrer. Et si vous voulez, si tu veux, Emmanuel, on commence par les collègues de l'Isère, le temps Là, que... voilà. C'est bon? C'est bon, on le voit. Vous le voyez en plein écran ou est-ce que je l'écris comme ça? C'est bon, vous le voyez et il défile? Oui, c'est bon, il défile. Ok. Donc, sur la compétence petite enfance, donc on va vous présenter sur le territoire de Valence Roman Agglo, donc on se situe en Drôme, hein, donc avec partenariat avec la CAF. Donc, dans un premier temps, ça va être Éléonore Faure en tant qu'attachée de direction et responsable de l'action culturelle qui va présenter la partie CTG avec lequel on travaille depuis des années et qui nous permet d'avoir nous accompagner dans notre politique petite enfance. Et après, ça sera Julie Vivant qui est la directrice de la famille au niveau de Valence Roman Agglo et qui vous présentera ce qu'on met en œuvre par rapport à cette politique petite enfance qui est un axe fort de l'agglo et qui a des objectifs encore à venir sur les années prochaines et qui rentre, je pense, assez dans les objectifs et les enjeux de présenter en amont. Éléonore, je me peux permettre... Ah, oui. Vous ne voyez pas. Super. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ok, donc du coup, nous avons choisi d'avoir une intervention complémentaire à celle de la Caisse nationale en axant vraiment nos propos sur la CTG, la Convention territoriale globale qu'on a conclue avec Valence Roman Agglo, qui est vraiment le levier de mise en œuvre et le niveau pertinent de mise en œuvre de tous ces financements, de tous ces dispositifs qui viennent d'être présentés et d'expliquer en quoi la CTG peut constituer sur la petite enfance un levier de préparation du service public de la petite enfance et le cadre pertinent de mise en œuvre. Donc, en Drôme, rapidement, on a
une démarche qui est très structurante au niveau des CTG. Les CTG sont toutes signées à l'échelle intercommunale. Donc, on a 12 CTG intercommunales signées, ce qui correspond à la topographie de notre territoire, hein, qui est quand même un département fortement rural ou périurbain. Et les CTG, elles sont vraiment conçues comme des projets sociaux de territoire, hein, comme les volets sociaux des projets de territoire. Elles abordent toutes les thématiques communes avec les collectivités territoriales, hein, sur le champ de l'action sociale préventive, accès aux droits, inclusion numérique, petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale et logement. Donc ça, c'était pour l'introduction, hein. Donc, on partage un projet de territoire sur la base d'un diagnostic. Donc, la CTG, c'est vraiment la rencontre entre les objectifs politiques de la collectivité territoriale, en premier lieu, les objectifs stratégiques de la CAF, hein, sur la réponse aux besoins des habitants, vu notre connaissance, hein, de ces besoins, sur la qualité, et la rencontre aussi du terrain, des initiatives des acteurs de terrain, des initiatives des habitants et des besoins des habitants. Et sur chacune des thématiques de la CTG, la CAF va chercher, dans une logique d'investissement social, à accompagner la structuration des politiques territoriales en 4 points. En 4 points, pardon. 1, développer l'offre, hein, en fonction des besoins. Toujours, d'abord le développement de l'offre. Ensuite, comment on accompagne l'adaptation aux besoins spécifiques. 3e point, comment on accompagne la qualité de l'offre et la promotion de l'égalité des chances. Et enfin, comment tout ça nous permet de structurer, d'accompagner la structuration des politiques territoriales et la mise en réseau des acteurs. Donc, dans le cadre de notre CTG avec Valence Romand Agglo, on s'est fortement rencontrés là-dessus avec la collectivité territoriale, et on a défini 4 axes stratégiques qui irriguent les 7 thématiques de la CTG, hein. Et on retrouve, hein, les objectifs dont je vous parlais à l'instant, avec un axe stratégique qui est adapter et conforter l'offre de service. Donc là, on est vraiment sur le développement et le maillage. 2, permettre un accès à l'information et aux services à tous. 3, développer les coopérations et les innovations, hein, la mise en réseau, le pilotage des politiques. Et 4, favoriser les liens sociaux, les solidarités. Donc, on est vraiment dans une logique de développement des compétences de tous, de pouvoir d'agir, qui est très fortement partagée avec la collectivité territoriale. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on voulait illustrer, hein, que la CTG qu'on a conçue avec Valence Romand Agglo, sur la base d'un travail qui était déjà antérieur, hein, avec une politique petite enfance qui était déjà forte, elle est très vertueuse, hein, pour préparer la mise en œuvre du SPPE, puisqu'on vient le voir, hein, sur ces 4 axes stratégiques, à chaque fois, développement de l'offre, adaptation aux besoins spécifiques, qualité et mise en réseau, et on a fortement avancé dans le cadre de la CTG. Développement de l'offre, dans le cadre de la CTG, on a vraiment une stratégie qui est définie avec la collectivité territoriale sur le maintien et le développement de l'offre, avec un développement significatif, hein, on va le voir. On a travaillé sur la complémentarité des modes d'accueil collectif et individuel, avec une grosse problématique quand même sur ce territoire, sur l'accueil individuel. On a pris en compte, bien sûr, le levier des crèches familiales, le maillage des relais petite enfance, qui était déjà fort, mais qui se renforce. Donc ça, c'est le premier axe sur le développement de l'offre dans notre feuille de route petite enfance CTG. Le deuxième axe, l'adaptation aux besoins spécifiques, on a déployé les crèches à VIP, hein, qui fonctionnent très, très bien, les places à VIP, 25 places aujourd'hui sur Valence Romand Agglo. On a une expérimentation sur les horaires atypiques pour l'accueil sur horaires atypiques, sur la base d'une enquête partagée qu'on a conduite ensemble auprès des familles allocataires. Et bien sûr, on travaille sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap, avec des projets encore de renforcement de ce champ et des financements de la CAF à la clé. Donc ça, c'était les 2 premiers axes. Ensuite, sur la qualité, 3e axe, et la promotion de l'égalité des chances. On a un projet de secteur petite enfance qui est très structuré à Valence Romand Agglo et qui est très fortement axé, hein, sur la qualité d'accueil et l'accompagnement des équipes. Et en complément, on tenait à signaler, hein, qu'on se retrouve aussi sur vraiment des actions d'investissement social, de promotion de l'égalité des chances dès la petite enfance, hein. La CAF de la Drôme a des appels à projets sur fonds publics et territoires, petite enfance, ou sur fonds locaux, sur cette question de la promotion de l'égalité des chances dès la petite enfance, avec des actions de sensibilisation à l'apprentissage du langage, sensibilisation à la lecture, avec le prix Album Tout Petit, égalité des chances, développement des capacités des enfants, des actions parentalité autour des structures petite enfance, des postes parents, par exemple, qui se développent sur Valence Romand Agglo.
On a un projet commun également cette année sur l'attractivité des métiers petite enfance que la CAF va financer avec un projet de cohorte de contrat de qualification sur les métiers de la petite enfance. Et bien sûr, ce qui est une priorité forte de la CAF de la Drôme, la prise en jeu la prise en compte des enjeux de transition écologique dès la petite enfance avec des financements également possibles de la CAF de la Drôme en local. Et enfin, quatrième et dernier axe, l'accompagnement à la structuration des politiques territoriales. Donc, on le voit sur Valence Roman Aglo, on avait une politique petite enfance qui est très forte, très structurée, qui se renforce encore. Et donc, ils vont vous présenter comment tout cela est porté. Et il y a vraiment aussi la prise en compte de tous les acteurs qui est fortement portée dans le cadre de la CTG, la mise en réseau des acteurs publics, associatifs, privés. Enfin, pour terminer, le propos introductif de la CAF par rapport à ce partenariat fructueux sur la petite enfance entre la CAF, Valence Roman Aglo, dans le cadre de la CTG, qui est vraiment le cadre structurant pour cela. Je voulais faire le lien avec les financements qui ont été évoqués tout à l'heure par la CNAF. Tout cela est accompagné par des financements forts de la CAF dans le cadre de la CTG sur l'investissement petite enfance. On parlait de la modernisation des équipements. On utilise chaque année ces fonds-là pour accompagner Valence Roman Aglo dans la rénovation de son parc, dans la création de nouvelles places et de nouvelles structures. Et bien sûr, il y a toutes les prestations de services qui vous ont été présentées et en complément, des appels à projets sur fonds locaux pour accompagner la qualité, l'attractivité des métiers, la promotion de l'égalité des chances dès le plus jeune âge, donc avec un fort engagement en complément. Pour finir, au-delà de la petite enfance, la CTG, elle est vraiment conçue entre la CAF et VRA comme le volet social de leur projet de territoire. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un pilotage global, une animation globale avec une gouvernance globale, transversale sur toutes les thématiques, un chargé de coopération transversale, des actions qui sont mises en place pour créer cette transversalité. On a des entractes CTG sur différentes thématiques qui regroupent tous les acteurs qui permettent de créer de la réflexion partagée, de la réflexivité, des grandes pauses CTG, des événements communs, une coopération entre les acteurs qui est favorisée sur toutes les thématiques et une démarche d'évaluation qui s'engage. Et donc, tout ça, bien sûr, ça nous permet de travailler à l'accompagnement à la structuration des politiques territoriales à l'échelle intercommunale, puisqu'en Drôme, c'est toujours à l'échelle intercommunale qu'on conclut les CTG. Et donc, la CTG, elle permet de renforcer encore les politiques socles qui étaient déjà existantes sur la petite enfance, l'enfance ou la jeunesse, mais aussi d'accompagner l'émergence de nouvelles politiques territoriales. Et c'est très intéressant, par exemple, sur le champ de l'accompagnement à la parentalité ou de l'accès aux droits ou l'inclusion numérique, ce qu'on est en train de travailler, notamment avec VRA. Voilà pour ma part. Pour ma présentation. Et puis, Julie Vivant va pouvoir présenter tout ça dans le détail sur le projet Petite Enfance. Merci Éléonore pour cette présentation. Donc, nous, en tant que Valence Roman Aglo, on a aussi fait le choix de faire une présentation également au travers de la loi du 18 décembre 2023, parce qu'elle nous interroge, c'est des échanges et tout ça. Donc, on a fait aussi comment nous, on l'appréhende et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre ou pas sur cette loi, parce que c'est un vrai échange par rapport à notre territoire. Donc voilà, je laisse la parole à Julie pour aborder ce champ. On a fait ce prisme-là à travers la loi qui nous interpelle sur la présentation de la CNAF ou de la CAF de la Drôme. Donc c'était assez complet. Merci Emmanuel, merci Éléonore. Donc bonjour, je suis Julie Vivant, directrice de la direction des familles au sein de Valence Roman Aglo. Donc c'est la direction qui comprend plusieurs services, dont le service petite enfance, mais aussi le service enfance jeunesse et gens du voyage, d'où ce que disait Éléonore juste avant sur la possibilité de croisement de nos différentes politiques publiques sur différents champs. Peut-être très rapidement vous présenter un petit peu Valence Roman Aglo. On est donc dans la Drôme. La communauté d'agglomération est articulée autour de deux pôles, de deux villes principales, Valence qui fait à peu près 65 000 habitants et puis Romans plus au nord de l'agglo qui a à peu près 35 000 habitants. Et autour de chacune de ces villes, des communes plus périurbaines et puis un peu plus loin des communes urbaines, rurales, dont certaines sont même en zone de montagne. Donc vraiment une diversité au niveau des communes du territoire, autant urbaines que périurbaines que rurales. Pour animer ce territoire, donc on a travaillé sur un projet socio-éducatif qui est vraiment global et intégré au projet de territoire de Valence Roman Aglo, sachant que cette agglo, elle est née de la fusion de plusieurs intercommunalités en plusieurs étapes
au gré des lois MAPTAM, puis loi NOTRe en 2014, puis en 2017, où à chaque fois le territoire de l'intercommunalité a été revu et ça a été à chaque fois l'occasion de retravailler les compétences, les missions, les priorités et les moyens qui étaient attribués pour mettre en scène ces différentes compétences sur le territoire de Valence-Roman-Agglo. Jusqu'à arriver donc en 2020 à l'écriture d'un nouveau projet politique par les élus de Valence-Roman-Agglo pour 2020-2030 autour de 4 grandes ambitions, dont une ambition, l'ambition 3, qui était développer et adapter les services à la population, qui est celle dans laquelle s'inscrit notamment la politique petite enfance. Alors, cette ambition 3, elle a été écrite avec les élus en s'appuyant notamment sur le projet social qui avait été rédigé dans le cadre du diagnostic élaboré dans le cadre de la CTG avec la CAF et qui a permis d'alimenter cet axe-là du projet de territoire. Et ce projet de territoire, il tourne autour de différents domaines d'intervention, dont la petite enfance, alors autour de tout ce qui accueille du tout petit, accompagnement à la parentalité, mais également tout ce qui tourne autour de la jeunesse, de la vie scolaire, de l'enseignement artistique et l'accueil des gens du voyage sur le territoire de la ville. Par conséquent, chez nous, la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, pour nous, c'est vraiment vécu par les équipes comme une nouvelle étape dans la structuration de la politique petite enfance de Valence-Roman-Agglo. Alors, avec le statut d'autorité organisatrice qui va arriver, qui sera applicable dès 2025 et qui va nous obliger, nous, sur 2 parties, c'est-à-dire à la fois rédiger la compétence qu'on exerce déjà au final, mais de la manière prévue par la loi, et puis retravailler notre schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant qui tienne compte des nouveaux objectifs aussi de la loi, et notamment des objectifs de développement. Donc, cette loi du 18 décembre 2023, elle crée le statut d'autorité organisatrice de la politique d'accueil du jeune enfant pour toutes les communes applicables dès 2025, mais la qualité attribuée aux titulaires des compétences de politique d'accueil du jeune enfant, elle vient attribuée dans ce qu'on en comprend, nous, dans la loi aujourd'hui, à la collectivité qui détient d'ores et déjà la compétence. Et donc, par conséquent, chez nous, c'est déjà l'intercommunalité Valence-Roman-Agglo. Donc, conformément du coup au nouvel article du Code de l'action sociale et des familles qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2025, on devra revoir alors nos statuts, en réalité notre intérêt communautaire, puisque aujourd'hui on exerce la compétence petite enfance dans le cadre de la compétence optionnelle action sociale d'intérêt communautaire. Et donc c'est bien cet intérêt communautaire qu'on devra rédiger avant la fin de l'année 2024 de la manière prévue par la loi pour une mise en œuvre au 1er janvier 2027. Alors, on voit les 4 missions qui sont prévues dans la loi plein emploi. Elles sont déjà exercées aujourd'hui par Valence-Roman-Agglo. Donc, recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leur famille en matière de services aux familles, ainsi que les modes d'accueil disponibles sur leur territoire. Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans, ainsi que les futurs parents. Planifier au vu du recensement des besoins le développement des modes d'accueil et soutenir la qualité des modes d'accueil. Donc, ça, c'est bien ce qui est prévu aujourd'hui dans la loi au plein emploi. En outre, Valence-Roman-Agglo, nous, on met déjà en place une 5e mission qui est rédigée dans son intérêt communautaire aujourd'hui, c'est gérer des lieux d'accueil de la petite enfance. Donc, les crèches, multi-accueil, collectives familiales, les relais petite enfance, les lieux d'accueil enfants-parents. Et donc, nous, de notre côté, il va être proposé d'intégrer ces 5 missions, désormais rédigées comme telles, dans l'intérêt communautaire de l'AGLO. Julie, Emmanuel, Alors, excusez-moi, pardon, je me permets de vous couper parce qu'il est déjà 10h28 et ensuite on voudrait absolument passer la parole aux collègues de la commune Cœur de Chartreuse et de la CAF de l'Isère. Tu nous laisses combien de temps parce que là, on y arrive. Je pense qu'on doit pouvoir tenir enfin, tu nous laisses combien de temps? Et on avait prévu de terminer à 10h30 et alors on peut mais là, dans ce cas-là, il faudra refaire autrement puisque j'ai cru qu'on était jusqu'à 11h puisqu'on a démarré à 10, donc je ne sais pas. Comme tu le souhaites. On va faire vite. On va faire au maximum plus vite. Mais continuez et j'espère que le plus grand nombre de personnes pourront rester un petit peu plus longtemps qu'au-delà de 10h30. Sur le France, on l'a retravaillé avec les équipes après l'écriture du projet territoire de Valence-Roman-Agglo sur les dernières élections municipales, avec vraiment la qualité, puisque comme on l'a dit, au fil de l'évolution du territoire de Valence-Roman-Agglo, on a commencé par
déjà harmoniser les moyens qui étaient attribués sur les différentes parties du territoire de Valence Roman Agglo. Et dans un deuxième temps, les équipes ont souhaité vraiment retravailler le sens, puisqu'il y avait différents projets socio-éducatifs qui étaient menés auparavant sur les différents territoires préalables des intercos préexistantes. Donc, on a commencé en 2021 à retravailler notre projet de service commun. La petite enfance, aujourd'hui, c'est 500 agents, à l'agglo, presque 600 agents maintenant. Et donc, l'idée, c'était de remettre un sens commun à notre travail du quotidien avec un objectif qui était l'objectif qualité. Et donc, on a associé l'ensemble des agents du service petite enfance à la rédaction de ce projet de service. Et ça a été vraiment un travail de cohésion, de travailler tous ensemble au travers de différents ateliers, différentes journées pédagogiques. Et les équipes ont fait remonter une centaine de propositions d'action à mettre en œuvre au cours du mandat 2022-2026. Et donc, on a pu échanger sur nos valeurs, un socle commun autour des valeurs et des actions qu'on souhaitait porter. Donc, la première chose, ça a été de retravailler déjà la raison d'être du service petite enfance et d'ensemble arriver à une rédaction de ce qu'était notre raison d'être. Et puis également, après, de structurer un projet de service autour de 3 piliers, avoir une offre de garde visible, prendre en compte les besoins des enfants et des parents, et puis la valorisation et la reconnaissance du professionnalisme des équipes. Et à partir de ces 3 piliers-là, il y a 7 axes de travail principaux qui ont été déterminés avec les élus, les équipes, qui ensuite ont pu être déclinés au travers de la centaine d'actions qui étaient remontées de la part des agents. Aujourd'hui, ce service petite enfance, il s'organise autour de 7 unités de travail. Donc, une unité relais petite enfance, on a 5 relais petite enfance sur le territoire et 2 points info. Une unité parentalité avec 9 lieux d'accueil enfants-parents, dont 4 en régie et 5 associatifs. Et puis, un soutien à la politique des associations d'aide aux victimes du territoire. On a 4 unités qui gèrent les crèches collectives et familiales de l'agglo. Donc, ça fait 30 crèches en tout. Et puis, une unité réseau et partenariat qui permet de travailler avec les crèches associatives, les crèches, on a 2 crèches en DSP, et puis sur l'accompagnement des porteurs de projets privés. Sachant que ces 7 unités de travail, donc elles ont chacune un responsable d'unité, et ces responsables d'unité ont toute une mission transversale pour l'ensemble du service petite enfance, ce qui permet de veiller à la cohérence, à l'adaptation et à la qualité des services proposés aux familles, chacune en fonction de l'expertise qui est la sienne. Donc, ces 7 domaines d'expertise et donc ces 7 domaines d'intervention transversales sur le service petite enfance. Alors, c'est notamment l'attractivité des métiers petite enfance. Donc, on a travaillé sur les salaires justement des crèches collectives et familiales. C'était avant 2024, ça ne comptera pas pour le bonus attractivité, mais on avait fait déjà le job en partie. On a travaillé sur la déprécarisation des agents des lieux d'accueil enfants-parents et du pool de remplacement. On a fait des liens avec les écoles de formation. On a fait plusieurs réunions de formation sur le métier d'assistante maternelle sur le territoire, etc., etc. Le deuxième axe transversal, c'était les actions de cohésion transversale au sein du service petite enfance avec un séminaire annuel qui est organisé avec les 500 agents, la Semaine nationale de la petite enfance qui mobilise l'ensemble des professionnels, le prix album du tout petit, Éléonore en a parlé tout à l'heure, une chorale interéquipe qui a été montée, des journées pédagogiques, des participations au festival du jeu, etc. On a développé ensuite tout un axe autour du soutien à la parentalité avec des rendez-vous des parents mensuels qui sont des conférences mensuelles ou des temps d'échange mensuels avec les parents sur différentes thématiques. L'aide aux victimes, on en a parlé également. Ensuite, on a un accompagnement pédagogique vraiment de chaque équipe par une des responsables d'unité autour de différentes actions, un bébé, un livre, l'écriture des projets d'établissement, l'aménagement de l'espace au sein de chaque équipement, mais même au sein chez les assistantes maternelles des crèches familiales, par exemple. Un gros axe qu'on a développé autour de l'accompagnement des publics vulnérables, avec tout ce qui est l'accueil des enfants porteurs de handicap, mais aussi tout ce qui est insertion sociale, avec un dispositif de places réservées avec le département de la Drôme, et puis tout ce qui est insertion professionnelle, puisqu'on a une vingtaine de places à VIP dans nos établissements. On a tout un axe de travail autour de la santé des enfants et des professionnels, donc un travail qui a été mené avec des groupes de travail sur les protocoles de soins et d'urgence, des actions de prévention qui ont été mises en place pour les familles et pour les équipes. On a une équipe de référence santé accueil inclusif volante dans les structures, en plus de celles qui sont rattachées aux structures selon leur taille. On a travaillé sur les plans pluriannuels de tout ce qui est sécurité, les plans locaux de santé, etc. Maîtrise sanitaire également. Et puis, on a accompagné la transition écologique au travers de différentes actions autour de l'hygiène, l'alimentation, mais aussi des travaux qu'on a pu mener dans les crèches.
avec toute une réflexion sur le matériel éco-responsable, sur un travail sur l'équilibre alimentaire dans nos crèches et dans les familles en lien avec le programme alimentaire de territoire, et puis tout un programme de réhabilitation. Éléonore en nous a parlé tout à l'heure, puisque la CAF nous accompagne systématiquement sur la réhabilitation des bâtiments et le reverdissement de toutes nos cours de crèche. Ce que je vous propose, parce que par rapport au timing, là, ce qu'on a voulu montrer, c'était sur la partie qualité, parce que c'était un point qui était vraiment abordé souvent sur qu'est-ce qu'on voulait mettre derrière la qualité. Donc, démontrer que enfin, ça nous a obligés à chercher, enfin, de savoir comment on mettre derrière, et qu'on a vu qu'on faisait un peu beaucoup d'actions. Après, on enverra le PowerPoint, c'est facile, je pense que ça serait important, parce que la deuxième partie, c'est on démontre que comme de partout, nos territoires, eh ben, on a des besoins, on a des pertes de professionnels, et que c'est un vrai enjeu, et qu'on a tout un programme de création de places qui sont portés par les élus, qui ont été présentés la semaine dernière, qui sont portés, qui devraient être confirmés d'ici la fin de l'année. Donc, là, on veut présenter ça pour pouvoir, vous pourrez l'occasion de le voir. Vous avez aussi nos coordonnées à la fin pour vraiment nous contacter quand on est disponible avec Julie, mais Éléonore, enfin, toutes les trois pour si vous avez des besoins complémentaires à avoir, et on rentre plus dans les objectifs qui sont proposés par la CAF. Voilà. Donc, on a un dossier beaucoup plus complet, mais on pourra vous le représenter et si besoin, le représenter à un autre moment. Merci beaucoup. Julie Emmanuel, effectivement, votre support, on le transmet en même temps que le support général de la CNAF. Je vous propose qu'on passe au témoignage de la commune Cœur de Chartreuse, de la CAF de l'Isère, et puis ensuite on prendra un petit temps de questions-réponses sur l'ensemble des deux témoignages. Oui, donc je vais commencer. On va essayer Parfait. d'être assez court et mettre en évidence quelques points en lien et en cohérence avec tout ce qui a été dit. Donc moi, Stéphane Passé, je suis responsable d'action sociale à la CAF de l'Isère et donc Pascal Rey va compléter mes propos, hein. On va parler à deux voix. Juste vous dire que globalement, le SPPE, pour nous, c'est vraiment une politique incitative et surtout l'opportunité de renforcer les dynamiques territoriales en place. Alors, on n'a pas attendu le SPPE pour se mettre en ordre de marche sur la petite enfance. Ce qui est certain, c'est qu'on s'appuie dessus et ça renforce. Donc ça, c'est important et ça répond vraiment aux besoins des familles, hein, sur les territoires dans le domaine des modes de garde. Juste vous dire, au niveau de la cave de l'Isère, je vais faire le lien aussi avec ce que Gaël disait par rapport au SDSF, hein, qui est le schéma départemental de services aux familles, et les CTJ. Globalement, on a deux approches territoriales différentes dans ce domaine de la petite enfance pour mettre en place ce SPPE. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que la nouveauté aussi, c'est que le SPPE, les collectivités sont signataires maintenant, et donc, et participant au comité départemental du schéma départemental de services aux familles. Et ce SPPE renforce cette dynamique réellement, puisqu'en fait, les grands objectifs concernant la petite enfance sur l'Isère, c'est le maintien. Et je voudrais dire aussi, alors on parle beaucoup de développement, mais il faut aussi maintenir l'existant. Et ça, c'est important, hein, le maintien et le développement des modes d'accueil. Les démarches inclusives, hein, puisque c'est vrai que c'est un public particulier, mais il est important d'y apporter toute une importance, et puis la qualité et le contrôle des modes d'accueil. Donc en fait, ça tourne autour de ça, et les orientations politiques du SPPE renforcent vraiment ces axes-là qui sont mis en place sur le département. Les comités opérationnels ont pour but de réunir un certain nombre d'acteurs plutôt techniciens, hein, pour à la fois des institutions, il y a le conseil départemental, la MSA et autres, hein, et des associations départementales, pour qu'on puisse aussi, on ne peut pas être que dans une relation binaire, hein, avec les collectivités et la CAF, mais il y a tout un ensemble qu'il faut prendre en compte pour développer cette mise en place du service public de la petite enfance. Il est important aussi, nous, dans les comités opérationnels, dont entre autres le comité opérationnel petite enfance, que les acteurs des collectivités soient présents, hein. Donc, en fait, dans les comités opérationnels, on souhaite qu'il y ait soit des directeurs adjoints chargés de la petite enfance, mais aussi les chargés de coopération qu'on finance dans le cadre de la mise en place des CTJ. Et juste à l'échelle aussi départementale, l'importance aussi de se mettre en réseau, parce qu'en fait, on est tous un peu particuliers, mais on a tous à apprendre des autres, donc plutôt dans un cadre d'échange de pratiques, de réflexion ensemble, de valorisation des expériences innovantes
Là, on parlait tout à l'heure des FIP, hein, donc c'est vrai qu'il y a de la richesse, il faut qu'on les partage. Et puis, c'est surtout aussi de travailler sur les problématiques significatives. Que lorsque en fait, on fait le tour des copiles CTG, on voit que les problématiques sont à peu près identiques, hein, autour de la valorisation, l'attractivité des métiers, le soutien des structures en difficulté aussi, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est une réalité. Et puis aussi une réflexion sur la régulation des crèches, des micro-crèches pages. Donc, c'est vrai que tout ça, toutes ces questions-là se posent aussi à une échelle départementale. Je vais arriver rapidement maintenant sur l'aspect de la CTG, hein. Donc là, on va parler de Cœur de Chartreuse dans un milieu rural, mais je vais laisser Pascal intervenir. Nous, au niveau de l'Isère, on a 28 CTG, en fait, plutôt à l'échelle EPCI, hormis Grenoble, où on en a 10, quoi. Voilà. Mais sinon, on est sur des EPCI où il y a toujours un volet petite enfance dans le plan d'action de la CTG, et pour lesquels la plupart ont la compétence petite enfance au niveau de l'EPCI. Donc pour moi, c'est vraiment le CTG, mais je ne vais pas redire, hein, mais c'est vraiment un réel outil, hein, de mise en place de ces politiques qui correspondent vraiment aux besoins des territoires. Juste, en fait, cette démarche partenariale, hein, dans le cadre de la CTG, c'est vraiment ça qui nous anime, nous, au niveau des CAF, avec le travail avec les collectivités. C'est vraiment ce que disait Éléonore, hein, c'est vraiment le volet social et familial du projet de territoire. Et en fait, c'est vrai que nous, on défend trois choses, hein, trois axes. En fait, à un moment donné, quand on parle d'un territoire, il faut à la fois que le projet de territoire et les orientations politiques de la CAF rentrent en cohérence, en adéquation. Donc ça fait partie aussi. On n'est pas toujours d'accord, on avance et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a vraiment travaillé ça sur Cœur de Chartreuse. On est aussi deuxièmement, on est sur un travail d'ingénierie sociale, hein. C'est vrai je vous disais tout à l'heure qu'on finance des chargés de coopération. Donc, c'est vrai que des chargés de petite enfance, par exemple, sur Cœur de Chartreuse, il y a un ETP, pardon. Et puis, on a nos référents territoires et nos conseillers thématiques qui sont en appui des territoires pour affiner ce diagnostic et mettre un plan d'action en cohérence, bien sûr avec les autres acteurs, parce qu'il n'y a pas que la CAF qui est signateur des CTG. Et enfin, ce que Guillaume a développé, hein, tout le soutien financier qu'on peut apporter dans le cadre d'un cofinancement sur les projets développés. Voilà, moi, je ne voulais pas être très long, mais juste aborder ce lien, cette articulation, à vous inciter aussi à avoir une vision plus large que que le périmètre territorial, qu'on puisse avoir des espaces d'échange et de réseau, et pour lesquels les CAF, de façon globale, incitent à la participation. En gros, la machine est en route. On n'attend pas le 1er janvier 2025 pour que le SPPE se mette en place. On s'appuie sur l'existant et on améliore. Voilà. Excusez-moi, j'ai essayé d'être rapide, mais voilà. Et je vais laisser la parole à Pascal Ray. Oui, je prends le relais avec voilà, on n'a pas de présentation, ça ira un petit peu plus vite, mais c'est pour laisser la place aussi aux échanges. Communauté de communes Cœur de Chartreuse, je vous situe rapidement l'intercommunalité pour savoir de où on parle et qu'on se situe tous les uns par rapport aux autres dans nos compétences et de où on est. Donc, Cœur de Chartreuse, c'est une collectivité qui a fusionné en 2014 d'une recomposition. Une des 3 intercommunalités avait cette compétence petite enfance depuis 2001. Donc une compétence relativement assise et qui s'est naturellement étendue à l'ensemble du territoire. Le territoire, c'est 17 communes, 17 000 habitants, rural de montagne. On va de la vallée à 200 mètres à 2000 mètres. En Chartreuse, donc sur le cœur du massif. On est vraiment bordé par 3 grandes agglomérations que sont Grenoble, Chambéry et Voiron. Rapidement, les services qu'on met en place pour dire aussi la dimension de notre compétence petite enfance. Notre compétence, on pourra y revenir un petit peu, c'est petite enfance, enfance, jeunesse et solidarité. On reviendra sur les statuts, hein, qui sont pas libellés sous ces termes-là et qui, du coup, nous interrogent. On les a pas encore, remodifiés, on va dire. C'est une grande question du service public de la petite enfance. On a 4 crèches, 3 associatives et 1 en régie. La crèche en régie, c'est une halte garderie qui a la particularité d'être itinérante sur le territoire. Elle se déplace 4 fois dans la semaine dans des communes qui ouvrent
leur porte de salle des fêtes ou autre salle adaptée et agréée par la PMI. On a également un RPE avec différents espaces RPE et puis des lieux d'accueil enfants-parents et une dynamique autour de l'inclusion très forte qui est présente dans notre CTG avec un mi-temps chargé du sujet. On travaille aussi beaucoup avec les pôles ressources handicap de l'Isère et de la Savoie. J'ai peut-être pas précisé la subtilité, on est à cheval hein, sur l'Isère et la Savoie, ce qui nous confère une certaine spécificité et des modes de travail un petit peu différents. Voilà, je vous passe les services jeunesse qui sont également très associatifs en matière d'accueil de loisirs, entièrement associatifs. On a là déjà certaines particularités, donc avec un travail beaucoup avec les associations, une dynamique que les élus souhaitent conserver, qui font la richesse du territoire, sur lesquels on s'appuie, et puis cette bidépartementalité qui nous anime particulièrement quand on doit signer une CTG, où nos interlocuteurs sont forcément et l'Isère et la Savoie. Ça, c'est un petit peu pour donner le cadre de la collectivité. Rapidement, notre CTG nous a beaucoup animés, beaucoup fait travailler. Maintenant, elle est en place, elle est en évolution, puisqu'elle est en évolution permanente. Ça nous a beaucoup posé de questions en termes de gouvernance, en termes d'organisation, Stéphane Passet le disait, de relations avec notre CAF aussi, la CAF de l'Isère étant la tête de file de nos CAF. Et on travaille encore actuellement à ajuster cette gouvernance, à trouver des modalités de travail qui font que notre territoire est entièrement représenté, tant l'Isère que la Savoie. Voilà, sur toutes nos thématiques. Et en effet, tout n'a pas toujours été simple et un long fleuve tranquille, mais on est à l'œuvre pour travailler, notamment avec notre CAF. On parlait du schéma de service aux familles. Et notamment, on appelle de nos vœux ce comité opérationnel de la petite enfance, parce qu'on considère, on expérimente, on voit que la petite enfance, elle est pas structurée forcément sur les territoires, elle n'a pas d'instance dédiée, opérationnelle. Et c'est vrai que le schéma de service aux familles qui fera une place à un comité de la petite enfance et qui fera une place aux intercommunalités compétentes, c'est des perspectives intéressantes et auxquelles on participera, nous ou nos collègues, bien sûr. Concernant le service public de la petite enfance, on a encore beaucoup de questions. Pour aller très vite et pour zoomer sur des choses un peu opérationnelles, pour ce qui concerne les statuts, puisqu'on en parlait, nos compétences sont assez transversales de la petite enfance à la jeunesse et nos statuts sont actuellement libellés de manière très opérationnelle, très pratico-pratique, sous l'intitulé pardon, sous l'intitulé d'une compétence optionnelle, hein, et dans lequel on devra préciser l'intérêt communautaire. Je pense que c'est le cas de beaucoup de collectivités. Donc on va s'attacher et on attendait aussi ces échanges-là pour le faire et pour le faire dans le même mouvement que nos collègues. On considère que nous n'aurons pas de jeu, enfin on considère et on voudrait avoir la confirmation que dans l'autorité organisatrice et les 4 missions dont on parlait tout à l'heure, recensement des besoins des familles, information et accompagnement des familles, planification du développement et du maintien des modes d'accueil et soutien à la qualité des modes d'accueil, on voudrait être sûr qu'on n'a pas de reprise de compétences, étant nous-mêmes déjà compétents hein, sur ces sujets, même s'ils ne sont pas libellés dans ces termes-là, on trouve intéressant d'avoir un échange et une confirmation que nous n'aurons pas ce jeu de prise de compétences et reprise de compétences aux communes, puisque c'est bien les communes qui vont devenir autorités organisatrices au 1er janvier, malgré nos mobilisations pour faire évoluer les écrits sur ce sujet. Deuxième sujet, c'est la question concernant plutôt le service public de la petite enfance, du guichet unique. Oui ou non, est-ce que c'est un objectif qui n'est pas encore écrit et qui n'est pas encore écrit comme obligatoire, mais est-ce que c'est
un objectif vers lequel on tend et partageons-le si c'est le cas, avec nos CAF et avec la CNAF. Voilà, évidemment, beaucoup d'autres questions de notre part mais ouvertes aux questions aussi, aux éclairages sur ce témoignage. Merci beaucoup à tous les 5. Si vous le souhaitez, là, on a encore la possibilité de poser des questions, de réagir au regard de la manière dont vous aussi, au local, vous coopérez avec votre CAF. Oui, Gaëlle? Peut-être juste, oui, en écho, merci aussi aux personnes de l'Isère, hein, c'était tout à fait illustratif également. Et c'est vrai que voilà, on a bien conscience hein, que pour les collectivités, il y a des questions qui restent en suspens. Pour autant, voilà, je redis ce qu'ont évoqué les collègues, c'est-à-dire que côté CAF, nous, on est partant pour accompagner vos projets dès maintenant, hein, et nos outils le permettent. Donc, de ce fait-là, si la volonté de vos élus est d'ores et déjà priorisée sur les questions de petite enfance, je pense qu'il ne faut pas hésiter et ça ne fera que consolider les services aux habitants que vous portez. Éléonore Faure, vous avez ouvert votre micro? Non, pas du tout. C'était pas pour intervenir, pardon. Pas de problème. Juste pour prolonger ce que vient de dire Gaëlle, hein, c'était tout l'objet de ce webinaire. Nous, on est convaincus du partenariat au niveau local et d'ailleurs aussi au niveau national entre CAF et intercommunalité. Donc, on ne voulait surtout pas attendre les derniers rebondissements ou la fin de nos échanges au sujet de qui sera autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant au 1er janvier prochain. Voilà, pour dès maintenant vous donner la possibilité de poursuivre vos projets. C'était vraiment l'idée de ce webinaire et évidemment, on vous tiendra au courant de l'actualité autour de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi et notamment les articles relatifs à la petite enfance. Il y avait une question sur, oui, effectivement, sur la configuration d'un territoire où intercommunalité et communes membres, très souvent d'ailleurs la ville-centre, ou en tout cas les communes les plus urbaines, sont compétentes. C'est effectivement une configuration qui existe. C'est presque la moitié des cas. Et cette configuration, vous la retrouvez justement dans le focus, le document qu'on a réalisé avec la DGCF sur le panel des 40 intercommunalités compétentes. Il y en avait la moitié. Pour la moitié d'entre elles, la compétence était partagée entre l'intercommunalité et une ou plusieurs communes. Donc ça, cette configuration, vous la retrouverez aussi dans le document. Pareil, hein, qu'on vous enverra avec l'ensemble des supports. Est-ce que vous aviez des questions, des remarques ou des réactions suite aux 2 témoignages? Ou est-ce que pour ce matin, c'est déjà bien? Il y a un téléphone là-haut qui marche tout seul. Oui? Ouais, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait une demande d'intervention. Eh bien, écoutez, dans le cas contraire, moi, je vous propose de clôturer ce webinaire. Pas de frustration? Très bien. Un grand merci à l'ensemble des intervenantes et des intervenants pour votre participation, votre présence ce matin. On vous envoie tous les supports de présentation. Le replay sera aussi disponible. Un grand merci à tous et tous et bonne fin de journée, bonne semaine. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne Et semaine. Au n'hésitez pas revoir. à nous mobiliser si vous avez des questions. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Pareil, n'hésitez pas.